le professeur Maurice Kamto n'est pas exclu de la course à la présidentielle. Tout simplement parce que l'article 121 dit ceci. Il peut être investi par un parti politique, représenté au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils municipaux et dans les conseils régionaux. Maintenant, oui. S'il te plaît, on va progresser étape par étape. On va progresser étape par étape, on va arriver sur ça. Puisque après, on va donc aller sur le code électoral et justement les articles qui, pour moi, m'ont semblé les plus utiles. Il y a l'article 118, 119, 121, 122. Peut-être que vous allez citer d'autres. On va arriver à ça. Donc, concluons d'abord avec cette partie-là. Si moi, je t'ai bien compris, si je t'ai bien compris, tu nous dis ceci. Le député, il est national. Il est élu dans une circonscription. Mais dès qu'il est élu, il ne s'occupe plus électoral. Oui, il ne s'occupe pas uniquement de sa circonscription, mais c'est de toute la nation. D'un. De deux, le député a un mandat que personne ne peut lui arracher. Il est à lui jusqu'à la fin de la mandature. Même si il démissionne du parti qu'il a porté. Le parti qui a d'ailleurs investi même en argent pour l'amener à l'hémicycle. Mais dès qu'il est à l'hémicycle, il n'est plus lié au parti en termes d'appropriation de son mandat. Donc, il va avec son mandat partout où il veut. C'est-à-dire qu'il quitte même un parti parce qu'il a démissionné. Il va entrer dans un autre parti. Il va avec son mandat parce qu'il continue à être le député. Mais la nuance que toi tu fais, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a une divergence avec le professeur Tim Chuan. Tu es en train de nous dire que quand il part donc dans son nouveau parti, en réalité, il n'arrive pas là-bas pour poser dans son parti son mandat et fait que son nouveau parti en use, en fasse un bien à lui. Il est dans ce parti, mais en réalité, il est là avec, disons, tout sauf son mandat de député. Est-ce que c'est comme ça que, en français facile, on peut le dire? Oui. C'est-à-dire, le leader bénéficiaire de la présence de la transhumance ne bénéficie pas, si vous voulez, du fait que sa candidature soit recevable. Si lui-même, ça veut dire que désormais, par exemple, comme c'est le cas de M. Chapi, Lavoisier, le RDPC a des élus, mais n'est pas représenté à l'Assemblée au Parlement camerounais. Voilà ce que ça veut dire. Tu as dit que répète. Qui a des élus, mais n'est pas représenté. Répète. Voilà, ça veut dire que le RDPC a des élus, mais le MSC en lui-même n'est pas représenté au sein du Parlement camerounais et dans les autres institutions, voilà, dans les autres institutions politiques. Alors, professeur Tim Chuan, rebondis donc sur cet aspect-là. Est-ce que pour toi, cette fameuse transhumance politique ou bien de députation, est-ce que le fait d'être élu par, grâce à un parti, parce qu'on arrive à l'élection départementale législative par un parti, et on a l'hémicycle, et on a des problèmes avec son parti, on se sépare de son parti, voilà, et on va, toujours en tant que député, on va juste s'appeler honorable, puisque comme on l'a dit dans l'alinéa, l'article 2 de la Constitution, on a donc son titre de député à vie. Donc on est parti dans son nouveau parti. Toi, tu nous dis quoi? Tu nous dis que comme on est arrivé dans ce parti-là, on offre au parti également son titre de député et donc le parti s'approprie ce titre de député et peut en faire usage pour remplir les conditions de la loi électorale de l'EC qu'on va lire tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi ce que tu dis? Ou alors tu es d'accord avec le professeur disons que comme tu es parti là dans le nouveau parti, en réalité, le nouveau parti ne bénéficie pas de ton mandat de député. Qu'est-ce que toi tu nous dis? Bien, merci beaucoup, Aimé Boni. J'ai un petit souci avec le professeur Essomba qui tout à l'heure, ces développements sont construits autour du mandat impératif. Alors, il me semble que le Cameroun a déjà tourné le dos au mandat impératif. On parle de tout mandat impératif est nul. Et puisqu'il parle de l'article du professeur Kamto, je l'ai ici devant moi. Le titre de l'article, c'est sur une question en débat, 2 points, nullité du mandat impératif. C'est le titre, nullité du mandat impératif. Ça veut dire que le Cameroun a abandonné le mandat impératif. Mais le contenu qui donne au mandat impératif, c'est le contenu du mandat représentatif. Et quand je lis le contenu de l'article, on peut voir les grands découpages. Une révocation théoriquement mal fondée du mandat d'un élu pour cause d'exclusion ou de démission de son parti. Là, le grand A, c'est le contenu de la notion de mandat représentatif, pas impératif. Donc j'ai vraiment un souci parce que le professeur Essomba insiste beaucoup sur le mandat impératif, mais c'est à ça que le Cameroun a tourné le dos dans son article 15. Donc nous sommes aujourd'hui à l'ère du mandat représentatif, dont le contenu est justement celui qu'il définit, c'est-à-dire que une fois que le mandat représentatif, pas impératif,
a pour but de protéger la liberté de l'élu. Protéger la liberté de l'élu. C'est-à-dire le rendre indépendant, n'est-ce pas, de l'appareil politique qu'il a porté à son mandat. Pour cette oui, j'en viens. Oui. Parce qu'il faut quand même que je te relance. Je crois que le débat ici, là, il est de savoir l'élu, ce qu'il fait bénéficier de son mandat, son nouveau parti. Est-ce qu'il y a un texte de loi qui fait en sorte que, justement, un parti qui n'a pas été à l'élection législative, par exemple, qui n'a pas été, qui est au quartier, est-ce que le député qui lui a été élu par un parti politique, mais il s'en est séparé, on a bien le droit, va venir donner à un parti qui est au quartier la légitimité de rentrer à l'hémicycle comme parti ayant un député? Oui ou non? C'est ça la question, à mon avis. Bien, merci beaucoup. Je crois que c'est au professeur Luisan Essomba qu'il fallait poser cette question. Parce que de mon point de vue, le mandat étant représentatif, nous avons vu que, je crois que là où nous sommes d'accord, c'est que, une fois élu, le député ou l'élu en général ne représente plus son parti. Il représente l'ensemble de la nation. Et le mandat appartient, à l'élu et non pas au parti. Il faut bien le noter. C'est constant dans la définition que lui-même donne du mandat représentatif. Le mandat n'appartient pas au parti, mais à l'élu qu'il porte au nom de l'ensemble de la nation. Et le droit, parce que comme il a bien dit, le mandat représentatif étant destiné à protéger l'élu de l'appareil politique qu'il a porté au pouvoir, il a la faculté de se détacher de ce parti. Alors, le droit à la transhumance politique, professeur Luisan Essomba, est-ce qu'il est interdit? Non. Oh, d'ailleurs, la jurisprudence, les cas sont légion, où des députés ont démissionné de leur parti et sont restés en fonction. C'est en ça que l'on dit que le mandat est cyclique. Parce qu'une fois que vous êtes adoubé dans vos fonctions, je dis personne ne peut l'enlever. Le fait de ne pas pouvoir enlever le mandat ne veut pas dire que ce mandat est absolument lié au parti qui a investi. Non, ce mandat appartient à l'élu. Et parce que c'est propre à l'élu qui peut le promener partout, il transporte son mandat avec les attributs qui sont associés. Et si parmi ces attributs, il y a le pouvoir de conférer le droit d'investiture au parti, mais il faut interroger l'appartenance politique de l'élu au jour où la candidature doit être présentée. C'est tout à fait logique. Donc déjà, je pense que de mon point de vue, il y a un hiatus dans la démonstration que fait mon excellent collègue. Parce que déjà, ils essayent d'associer la capacité d'investiture à la participation à l'élection. Or, je leur oppose. Quand on a vu la liste des partis représentés, supposés représentés à l'Assemblée ou bien dans les assemblées et les conseils municipaux, il y a un cas qui est frappant, le cas de l'UPC. Tout le monde sait que l'UPC n'a pas pris part au double scrutin de 2020 et que l'élu je veux dire, le seul sénateur de l'UPC aujourd'hui a été nommé par le chef de l'État. Il a pris part à quelle élection? Il y a un problème de cohérence. Donc déjà dans le cas de l'UPC, le sénateur a plutôt été nommé. Mais curieusement, l'UPC figure dans la liste des partis que l'on dit représentés. Deuxièmement, alors, quand le professeur Essomba dit que le mandat est cyclique et que une fois qu'on a validé le mandat, n'est-ce pas, il est attaché au parti qui a investi. Non. La validation, et on va lire même jusqu'au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On dit bien que le procès verbal ne mentionne pas les partis, mais uniquement les candidats. On va lire l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée tout à l'heure. Donc, quand vous voulez lier la capacité d'investiture au parti, je dis c'est du forçage. D'abord, il faut nous donner le texte qui le dit. Quel est le texte qui le dit? Il n'y en a pas. Deuxièmement, est-ce que le droit de transhumance politique est interdit au Cameroun? Non, puisque la jurisprudence confirme que au lendemain de son élection, le député peut migrer et avant la fin de son mandat, il peut passer dans 5 partis, il peut passer dans 10 partis. C'est son droit et c'est ça d'ailleurs le sens de la liberté que le mandat représentatif est censé lui procurer. Et donc, je dis, quand on dit que l'élu est protégé dans son mandat, c'est justement la preuve qu'il est complètement qu'il n'est pas prisonnier de son parti. Et s'il y a donc des attributs qui sont liés à son mandat d'élu, mais il va le transporter, il va colorer tous les partis. D'ailleurs, je dis, sur cette thèse, longtemps avant nous, il y a l'un de nos collègues, je vais le citer, le professeur Jean Gatti, qui dit exactement ce que je dis. Il dit, c'est le mandat, c'est l'élu qui colore les partis de son mandat pour lui conférer le pouvoir d'investir un candidat. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire que l'élu qui est protégé de son parti peut s'en détacher et laisser les attributs qui sont liés à son mandat au parti qu'il a investi? C'est une incohérence. Sauf si le professeur vraiment peut nous aider à mieux comprendre. Personnellement, je ne comprends pas. Merci. Ok, on t'écoute. Tu voulais rebondir là. Oui, j'ai suivi mon estimé collègue et sémillant collègue, mais je voudrais relever une chose qui est claire.
c'est qu'il se prononce sur la question fondamentale pour laquelle les web auditeurs veulent s'abreuver. Est-ce que le fait pour un parti politique qui n'a pas pris part à une élection, mais qui bénéficie de la présence des autres élus venant des partis, des autres partis, cette venue peut procurer ou peut faire bénéficier au leader de ce parti politique qui n'a pas d'élu la caution de la recevabilité de sa candidature. Bon, je voulais lui faire une précision. Il y a une différence entre le mandat impératif et le mandat représentatif. Le mandat impératif correspond à ce qu'on appelle la souveraineté populaire, c'est-à-dire une souveraineté fractionnée, c'est-à-dire individualisée. Alors que la souveraineté nationale appartient à la nation en tant qu'entité morale, indivisible. Alors, cela veut donc dire ceci. L'élu qui est dans une formation politique ou dans un parti politique, qui transfuge pour un autre parti politique qui n'est pas allé aux élections, parce qu'il faudrait que le professeur Tinchen, Moïse, se rappelle que, prenons toujours, moi je voudrais que nous restons dans des cas des précédents, c'est-à-dire des cas factuels, pour que les web nous écoutent bien. Prenons le cas du MSC qui a reçu à ses rangs plusieurs élus. Alors, je vais prendre un cas simple. Est-ce que le fait pour Maître Lavoisier ou bien pour député Nietzsche d'adhérer au MSC confère au président Maurice Kamto la légitimité de la recevabilité de sa candidature? J'indique donc que, même si ce n'est pas prévu, parce qu'il évoque l'idée de ce que ce n'est pas posé sur une base légale, mais nous pouvons faire ce qu'on appelle une interprétation théologique, c'est-à-dire que, ou même littérale, pour indiquer que, à ce moment-là, les députés qui sont en transfuge ou les élus qui sont en transfuge ne confèrent pas l'éligibilité présidentielle au leader du parti bénéficiaire. C'est ce que je dis. La représentation. Quel est le texte qui le dit? Quel est le fondement de ce que vous dites là? Ça, vous le puisez d'où? Vous avez une référence doctrinale ou bien même législative ou juridique? Bon, quand vous évoquez, mais professeur, quand vous évoquez l'option de ce que, le député ou le sénateur ou l'élu qui vient dans le MSC lui confère la liberté, vous vous appuyez sur quel fondement juridique? Je vais vous répondre. Alors, pour cela, ce que je vous propose, là maintenant, allons donc au code électoral. Lisons les articles d'intérêt. Ça va peut-être nous permettre de nous appuyer sur quelque chose ou alors de constater qu'il y a une vacuité dans la rédaction justement de cette loi. Alors, on y va. Moi, j'ai sélectionné 3 articles hein, et vous allez peut-être vous appuyer sur d'autres. Je voudrais qu'on aille déjà sur l'article 118. Donc, c'est le chapitre 2 des conditions d'éligibilité et des incompatibilités. Voilà. L'article 118, dans son alinéa 1, nous dit « Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. » Je sais que Tim Chun nous a déjà un peu évoqué ce non-respect de cet article par M. Paul Biya pour être déclaré inéligible. Quand, par exemple, il va au perron de l'Élysée et il dit je suis venu rendre compte ou encore je suis le meilleur élève de. Bon, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Il y a cet article-là. Et dans son alinéa 2, l'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les 3 jours de sa saisine à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public. OK. L'article 119 nous dit quoi? Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique, élective ou toute activité professionnelle. C'est vrai que ce n'est pas aussi le sujet. Allons à l'article 121. Voilà. L'article 121 nous dit quoi? Les candidats peuvent être, premièrement, soit investis par un parti politique. Deuxièmement, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 signatures. Par au moins 300 personnalités, par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Voilà. Voilà la deuxième condition. En fait, en réalité, il n'y en a que 2. Parce que dans son alinéa 2, on nous dit le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, je crois que c'est ça vraiment notre débat. Le Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Quelles conditions? Celle d'avoir 300 signatures. Si je suis applicable aux candidats indépendants. Voilà. Donc, pour résumer, je dirais qu'en réalité, il y a peut-être que 2 conditions à remplir, en sachant que la troisième
se greffe sur l'une des deux, donc de la deuxième. C'est que, un, vous devez être candidat d'un parti politique, et en l'occurrence, qui est donc représenté à l'Assemblée nationale. Si vous êtes un parti politique représenté à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ainsi de suite, là, vous pouvez. Si vous n'avez pas ce statut-là, vous devez absolument recueillir 300 signatures en étant candidat indépendant. Voilà. Donc, la question ici, là, le débat ici, là, pour moi, parce que c'est la ligne, ce serait de savoir que signifie être représenté à à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans l'article 122, on nous dit les déclarations des candidats doivent indiquer bon, le nom, le prénom, tout autant. Et puis, alinéa 2, la déclaration de candidature est accompagnée de la liste des 300 signatures des personnalités requises à l'article 118, ci-dessus le cas échéant, d'un extrait de la lettre de présentation de l'investiture du parti, de la lettre de présentation de l'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant. Donc, on en arrive toujours quand même parce que le parti a un rôle dans ces histoires-là. Le parti a un rôle. Nous devons donc définir quel est le rôle du parti, quelles sont les limites justement du parti dans la représentation que nous faisons d'un mandat législatif. Je vous laisse maintenant le panel pour nous éclairer. Bon, ok, je me fais le plaisir. Le professeur Moïse prendra la parole plus tard. Je me fais le plaisir de la prendre un peu. Alors, s'il me le permet. Alors, pour indiquer que... Vas-y. Merci. L'article 121 du Code électoral, pour ma part, est suffisamment clair. Cet article pose les conditions pour que la candidature d'un leader d'une formation politique ou d'un parti politique puisse être recevable. Et je vais partir du principe que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faudrait d'abord que, antérieurement, vous ayez pris part aux élections. Je prends l'article 3 de la Constitution, qui dispose, professeur Boni, vous pouvez l'ouvrir, l'article 3 de la Constitution, les partis politiques et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est bien ça, non? Bon, moi, je sors d'une émission, je suis un peu fatigué, mais je pense que c'est ça. Article 3. Absolument, absolument. Voilà, article 3. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Constitution fait obligation aux partis politiques de prendre part aux élections qui sont organisées par l'État. C'est-à-dire élections législatives, municipales, régionales, référendaires, si vous voulez, et présidentielles. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le principe, si un parti n'a pas pris part aux élections, c'est-à-dire qu'ils sont organisés par l'État, cela subordonne le fait que ce parti est déjà mis de côté pour, par exemple, l'élection présidentielle. Mais maintenant, le législateur, si vous voulez, le constituant camerounais, dans sa magnanimité, a estimé que on ne peut pas exclure des candidats qui ne se sont pas présentés à une élection. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut d'abord voir, est-ce que si ces candidats sont investis par un parti politique? C'est la première option que le constituant pose, le législateur pose. Il dit oui, même si un candidat souhaite être un leader d'un parti politique, souhaite être candidat, il faudrait qu'il soit investi par un parti politique. Vous voyez que, professeur Boni, nous sommes dans la dictature du parti politique. Maintenant, le législateur a estimé qu'on ne peut ne pas être investi par un parti politique ou bien ne pas être représenté dans l'une des institutions libérales, mais avoir l'envie d'être président. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le législateur a ouvert l'option d'une candidature indépendante. C'est pour cela, et voilà, indépendante. Et pour cela, le législateur estime que maintenant, pour cette candidature indépendante, vous devez, en plus, peut-être d'avoir des représentants ou non, au niveau des conseils municipaux, régionaux, ainsi de suite, vous devez mobiliser 300 signatures, c'est-à-dire en raison de 30 par région. Voilà ce que la loi dit. Alors, maintenant, prenons le cas d'espèce du MLC. Est-ce que le MLC est allé aux élections législatives et municipales de 2020? C'est bien non. Voilà. Et l'UPC. Et l'UPC. Les nationaux demandent que l'UPC. Non, écoutez, l'UPC, écoutez, notre constitution dit que pour être sénateur, il y a deux mécanismes. Il y a la voie de l'élection et la voie de la nomination. Et une fois qu'on est nommé, on ne fait plus la différence entre ceux qui sont élus et ceux qui sont nommés. C'est ce que dit notre constitution. Tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. Oui, on ne fait plus la différence. Donc, si on peut établir que non, lui, il a été nommé, lui, il a été élu. Non, dès qu'ils sont élus ou nommés, une fois à l'Assemblée, au Parlement, ils deviennent des députés considérés comme, comment dire, ou des sénateurs considérés comme élus. Oui. S'il te plaît, permettez-moi, ça c'est pour vous deux. Parce que nous sommes vraiment dans une émission pédagogique. Nous sommes des universitaires. Et je connais à peu près tous mes collègues universitaires. Moi, je n'invite pas n'importe qui pour me faire l'honneur
sur un plateau comme celui-là et distiller la connaissance. Je prie les Camerounais qui pensent que la sardine, c'est dans le cerveau des autres, alors qu'en réalité, c'est eux qui ont la sardine. Une sardine qui évite de réfléchir. Je vous dis, laissez vos émotions vraiment à la maison. Souffrez parfois d'entendre des choses que vous ne voulez pas entendre. Souffrez parfois de ça, parce qu'en réalité, la vérité, elle ne se décrète pas. Elle est là et il faut aller la chercher. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec tel ou tel. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que l'autre a tort et on a raison. Donc, je dis, les internautes, vraiment, vous aussi, ayez un niveau aussi élevé que ceux qui sont là sur le plateau et en train de nous distiller la connaissance. Donc, vraiment, ça ne sert à rien de dire ce que vous êtes en train de dire. Ça peut faire mal. Je peux comprendre que les partisans d'un candidat qui est en difficulté ne veulent pas entendre certaines choses. Mais en réalité, vous savez, c'est pas parce que vous ne voulez pas entendre que c'est forcément faux. Et c'est pas parce que vous ne voulez pas entendre que, à la fin, quand Clément Tangana va vouloir dire certaines choses, que vous allez changer quelque chose. D'ailleurs, il faudrait que nous soyons suffisamment édifiés sur les tenants et aboutissants de cette histoire-là pour que nous puissions nous préparer en conséquence. Parce que je crois savoir qu'il n'y a pas un Camerounais sérieux qui ne voudrait pas que le Cameroun change. Donc, pour celui là Tomba, j'étais en train de faire ce point-là parce que je lis un peu les messages ici et là et j'estime que les gens qui sont là doivent pouvoir respecter tout le monde. Vous et moi. Vas-y. Professeur Boni, permettez-moi de faire très rapidement un rappel. Il y a un lien amoureux qui est scientifique entre le professeur Kamto et moi. Donc, je n'ai aucun intérêt pour qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Je suis presque le seul universitaire qui a pris sur moi le soin de le défendre pendant qu'il était en prison, où j'ai surmonté plusieurs fois sur les plateaux de télévision pour demander sa libération. Donc, je sais. Voilà, vous le savez. Non, voilà je le sais, je le sais. Non, je le sais parce que aussi, hein, c'est ça le problème. Non, tout le monde. Le Cameroun connaît mon amour pour le professeur Maurice Kamto. Le Cameroun connaît ma sympathie pour le MSC parce que je pars sur le principe que dans ce pays-ci, là, le seul parti qui a vraiment coulé le sang, qui a mouillé le maillot, c'est celui-là. Et je veux dire à ta suite que moi, je suis allé à Yaoundé rencontrer des militants du MSC qui étaient en prison. J'ai rencontré Célestin Diamen et Ndoki dans leur prison où ils étaient, en leur apportant un petit présent. Je suis allé dans ce que moi j'appelle le Shabbat, là où il y a tout le monde. J'ai demandé à rencontrer les non-name du MSC et les dames, parce qu'un journal comme Le Jour publiait toujours, chaque jour, une histoire d'une des détenues ou d'un des détenus du MSC. J'ai choisi 3 au pif. Je suis allé les voir. Elles étaient étonnées de me voir, me demandant mais pourquoi nous? Que non, c'est le hasard qui a voulu. Je les ai vus. Je suis allé, j'ai voulu rencontrer le professeur Maurice Kamto. Rencontrer le professeur Maurice Kamto était compliqué. Il fallait avoir l'autorisation du, c'est pas, le procureur de la République, enfin, c'est pas le procureur de commissaire du gouvernement, une fois de ce jour-là. Mais comme je suis allé à Yaoundé, pour faire juste un aller-retour, je n'ai pas assez de temps. C'était compliqué. Il fallait aller au tribunal militaire. J'ai même été là-bas, mais ça a été compliqué. Finalement, je suis reparti sans le voir. Je vous dis, gens, militants du MRC, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes nerveux, insultant sur les réseaux sociaux que vous aimez votre parti et votre leader plus que ceux qui n'ont pas la même posture que vous. Donc vraiment, calmez-vous un peu. Et j'ai toujours dit que votre énergie là, sur Abondance, conservez ça pour octobre 2027 parce que le contentieux post-électoral va être mortel. Et on aura besoin justement qu'à ce moment-là, que vous démontrez combien vous êtes assez nerveux. Voilà. Luson, vas-y. Bah, ok, je voudrais finir pour laisser quand même le soin à mon aîné académique de toucher un mot pour indiquer que il faut faire très attention. La beauté du droit réside dans les multiples interprétations qui sont faites. Et c'est pourquoi les web auditeurs vont comprendre que sur certains points, je ne serai pas d'accord avec le professeur Maurice qui est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui est quelqu'un qui ose. Parce que moi, je trouverais des difficultés à entrer dans un terrain comme celui du droit privé où je ne suis pas, qui ne rentre pas dans mes cordes. Moi, ce que je voudrais dire pour finir, pour qu'il intervienne, c'est simplement que la transhumance politique va créer un désordre dans notre pays. Et le constituant, en mettant par exemple les expressions telles que mandat impératif, a introduit dans notre langage politique des incongruités et des difficultés. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous pouvons dire ce soir tourne autour des difficultés ou de la complexité des interprétations que l'on peut faire. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, dans ma conception du mandat impératif, ou dans ma conception de l'interprétation de l'alinéa de l'article 121, je précise ceci. Le président Maurice Kamto, au regard de l'article 121, alinéa 1, être investi par un parti politique. Il n'y a pas de débat.
Donc, sa candidature à ce plutôt point de soupe d'aucun problème. Maintenant, il faut mettre en branle sa candidature indépendante, parce que n'ayant pas des élus au sein des assemblées politiques rurales, que ça devient difficile et complexe, parce que je prends un exemple. Il y a les chefs traditionnels de premier degré qui doivent signer, par exemple, pour que sa candidature soit recevable. Je prends un exemple. Ces chefs traditionnels aujourd'hui bénéficient d'une indemnité de 200 000 francs chaque mois. Ce n'est pas un procès à l'intention, mais vous croyez que même à l'Ouest, quel est le chef traditionnel qui va signer un tel accord? La candidature indépendante relève de ce que je vais appeler le vaudou béninois. Ça ne peut pas être mis en place. Donc, pour ma part, je dis aux Camerounais que la seule option possible et plausible, c'est simplement que le professeur Maurice Clark soit investi par un parti politique. Prof, on t'écoute. Bien, vraiment, je dois apaiser, je ne sais pas ce qui s'écrit derrière de la part des auditeurs, mais j'imagine peut-être que mon collègue, le professeur Essomba, ferait l'objet peut-être d'invectives au regard du rendu que tu partages avec nous, Aimé Boni, mais je dois moi-même témoigner. Hein. Moi, j'ai suivi de bout en bout l'intervention du professeur Luisan Essomba dans une émission de dimanche avec vous, je pense, et où il avait vraiment fait une éloge formidable à l'endroit du professeur Maurice Kamto, et j'ai encore cette vidéo-là, donc je l'ai encore, où il racontait l'anecdote où un jour le professeur Lep, n'est-ce pas, il parlait de quelque chose comme ça, et puis c'est le professeur Lep qui leur disait de nous là, que Maurice fait partie des meilleurs. Je crois que j'ai ce témoignage. Donc, on peut être divergent sur du point de vue de nos conclusions, mais cela ne doit pas vraiment nous amener à perdre notre réserve, notre humanité. Nous sommes dans un débat démocratique, et la contradiction, n'est-ce pas, fait jaillir la lumière. Donc, vraiment, je ne souhaite pas que cette émission soit le prétexte, n'est-ce pas, pour que des web auditeurs tiennent des propos désobligeants à l'endroit de mon collègue, qui est un juriste respecté, qui est un juriste respectable, et qui a fait la preuve, n'est-ce pas, de son honnêteté intellectuelle jusque-là. Alors, nous sommes dans un domaine où il faut interpréter. Et justement, vous avez touché le cœur du problème. C'est le sens à donner à l'article 121. Alors, comme vous l'avez dit, il n'y a pas matière à discuter quant à ce qui concerne l'alinéa 1, puisque l'alinéa 1, c'est une disposition très ancienne. Elle était là avant la réforme de 2012. C'est l'alinéa 2 qui pose problème. Et l'alinéa 2 dit, la règle est posée en référence aux partis non représentés. Et or, il dit, les partis non représentés doivent se soumettre à l'obligation d'obtenir 300 signatures. Ça veut dire que les partis qui ne peuvent donc pas, qui sont dispensés de l'obligation de passer par les 300 signatures, en fait, c'est les partis représentés. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est un raisonnement à contrario qui permet de donner un sens à cet alinéa 2 qui fait problème. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé à mon collègue, vous avez défini la représentation comme le fait d'avoir participé aux élections. Et j'ai posé la question, d'où vient-il que l'UPC, qui n'a pas participé, il n'a pas boycotté, mais il a été exclu du processus électoral de 2020 par le MINA au regard des différences qui minaient ce parti. Et donc, l'UPC n'a de sénateurs que nommés. Alors, vous essayez par une alchimie, n'est-ce pas, de nous dire que la nomination va équivaloir à l'élection. Alors que dans votre définition, c'est bien la participation à l'élection qui était le critère de la représentation. Deuxièmement, je vous ai demandé, vous dites qu'un parti qui n'a pas pris part à l'élection n'a pas la légitimité de la recevabilité d'une investiture. Et je vous ai dit, mais vous ne prêchez pas l'évangile, mes chers collègues. On est en droit. Et le droit, c'est les sources constitutionnelles, textuelles, jurisprudentielles, ou même doctrinales. Parce que, je dois vous dire que le forceps qu'on essaie de donner à la notion de parti représenté pose un problème. Parce que déjà, je ne perds pas de vue le contexte dans lequel la réforme est intervenue. Parce que nous sortons de l'élection 2011, où il y a eu près de 59 candidats. Et je comprends que l'objectif était de resserrer un peu. Mais il faut reconnaître que le législateur camerounais a utilisé les mauvais moyens. Parce qu'en légistique, si vous voulez légiférer dans un domaine, il faut éviter que la norme posée soit en contradiction avec une autre qui lui est supérieure. Je crois qu'on se comprend très bien. Et là, je ne sais pas si c'est une incompétence ou bien une mauvaise foi, mais le choix déjà du législateur de parler de parti représenté dans une disposition qui veut resserrer les conditions de candidature, mais viole la Constitution. J'ai lu, n'est-ce pas, la sortie d'un collègue aussi respectable, mais qui nous dit qu'une loi peut légitimement violer la Constitution. Mais ça défie toute logique juridique. J'espère que le professeur Essomba peut me dire s'il comprend un peu cette assertion, n'est-ce pas, du très respectable collègue, qui nous dit que la loi électorale peut violer la Constitution. Parce que cet alinéa 2 est anticonstitutionnel. Nous venons de lire l'article 15, qui vous dit que l'élu représente l'ensemble de la nation. Donc, un parti ne peut être représenté que par la nation tout entière, et non un parti. Donc, le constituant ne peut pas dire que l'élu représente la nation, et une loi qui doit lui être soumise vient confiner le pouvoir de représentation de l'élu à un parti. Donc, il y a déjà un problème. Il y a une volonté qui a été manifestée, mais les moyens ont été mal choisis. Et nous connaissons la règle, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
C'est une erreur pour le législateur d'avoir parlé de parti représenté, parce qu'il aurait pu dire clairement, si c'est dans le site, pour envoyer dans le sens que vous voulez, dire que un parti, il aurait pris le soin, en légistique, vous savez très bien, chers collègues, que souvent, lorsque le législateur doit utiliser les termes, afin de préserver un sens précis, il y a toujours un chapitre consacré aux définitions. Regardez dans la plupart des textes, afin que la compréhension du texte ne soit pas source d'équivoque. Or, dans la loi électorale, on ne l'a pas fait. Ça veut dire que la notion de parti représenté n'est pas définie. Et donc, du coup, le recours à l'article 15 devient inévitable. Or, en comparant la liste d'alinéa 2 avec l'article 15, il y a un vice d'inconstitutionnalité. Le vice d'inconstitutionnalité rend la disposition non écrite. Elle est non écrite. Et c'est pourquoi j'ai dit, les partis, tout parti politique en l'état actuel peut investir un candidat. Si d'aventure l'ECAM estime que le parti n'est pas représenté, mais le recours peut se faire devant le Conseil constitutionnel. Et devant le Conseil constitutionnel, c'est bien la juridiction compétente pour connaître du contrôle de constitutionnalité. Même s'il est fermé par voie d'action, il est ouvert par voie d'exception. Ça veut dire qu'une loi qui viole la Constitution et que personne n'a pu attaquer jusqu'ici, lorsqu'elle vous cause un préjudice, à l'occasion d'un recours devant le Conseil constitutionnel, vous pouvez poser comme question préalable celle de l'examen de la constitutionnalité de la dite loi. Et le fait que cette alinéa 2 viole l'article 15 dont nous venons de donner lecture va carrément entraîner sa neutralisation. Et une fois qu'on va le neutraliser, ça veut dire qu'il ne subsiste l'article 121 que l'alinéa 1er qui ne conditionne l'investiture par un parti à rien du tout. L'alinéa 1 dit bien peut être investi par un parti politique, point. C'est l'alinéa 2 qui fait problème. Mais dans l'énoncé, les moyens ont été mal choisis. Incompétence des législateurs, incompétence. Mais toujours est-il que du coup, cela met la loi électorale en conflit avec la Constitution, ce qui est inadmissible en République. Je vais continuer en disant que lorsque je soutiens. Oui. S'il te plaît, parce que là, ce que tu viens de dire là est assez important et j'aimerais pouvoir avoir l'avis de Louison Essomba. Est-ce qu'il est d'accord avec toi que oui, la loi électorale est un peu en contradiction avec la loi fondamentale? C'est-à-dire donc que le constituant, les spécialistes du droit au Cameroun ont quelque part eu une faiblesse dans la rédaction de ces articles qui aujourd'hui rendent la compréhension du mode d'investiture des candidats indigeste. Est-ce que tu es d'accord que au-delà de toutes les interprétations, il y a une faiblesse du droit camerounais? Bien entendu, professeur Aimé Boni, l'un des problèmes au Cameroun, c'est que les textes les plus importants de notre pays sont parfois et souvent écrits par des administrateurs civils. On y enjoint très peu les spécialistes du droit. C'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces incongruités. Et c'est que le professeur relève d'une pertinence avérée. C'est-à-dire l'article 2 qui intervient, c'est-à-dire que dans cet article 121, est, à mon sens, anticonstitutionnel, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la Constitution. Et là, je suis d'accord avec lui. Mais la question de fond que je continue de poser, mais bon, j'aurais un problème. Vous savez, je sors d'une émission, mon téléphone est en train de se décharger. Oui. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler rapidement pour arriver à la maison, mais nous resterons toujours en contact. Mais ce que je voudrais dire, simplement, c'est que je ne suis pas d'avis. En fait, le contrôle de constitutionnalité des lois veut tout simplement dire que une loi qui a en son sein des dispositions qui sont contraires à la loi, à la loi fondamentale, c'est-à-dire à la Constitution, ces lois doivent être tout simplement annulées. C'est-à-dire que annulées parce que dans le principe, c'est qu'il faut protéger la Constitution en tant que norme fondamentale de l'État. Pour ce point, je suis absolument d'accord que cet article 2 doit faire l'objet justement d'une sanction, d'une annulation, on doit même la lever dans l'ordonnancement juridique en vigueur. Mais maintenant, il faut préciser ceci. Et je continue et je persiste de le dire. Il faudrait que les citoyens camerounais le perçoivent bien. L'opposant Maurice Kamto est, si vous le voulez, aujourd'hui, l'opposant camerounais qui, pour moi, pour ma part, je pense qu'il peut faire l'affaire au regard de son assise intellectuelle, de sa popularité, ainsi de suite. Mais je dis une seule chose, c'est simplement que les questions liées aux interprétations, comme nous sommes en train de faire tout à l'heure, restent du monopole, justement, du juge constitutionnel. Mais nous sommes en train, moi je suis en train de relever le fait que sur l'exégèse, c'est-à-dire du code électoral ou de la Constitution, il faut dire aux Camerounais que dans le principe, l'opposant Maurice Kamto, sa candidature doit être recevable du fait de ce que s'il est investi par un parti politique, et même encore là, vous savez que dès qu'il est investi par un parti politique, il ne se présentera pas sur les oripeaux du MSC, mais du parti auquel il va l'investir. Et avec obligation constitutionnelle, j'avais dit obligation du fait qu'il doit démissionner du MSC. Ça, ce sont des pistes de réflexion que je suis en train de donner au professeur. Ce n'est pas que je lui donne, il le sait mieux que moi. Donc, je dis aux Camerounais qui nous écoutent au web, les téléspectateurs qui nous écoutent, que la candidature de Maurice Kamto ne souffre d'aucun problème s'il est reçu, s'il est investi par un parti politique. En dehors de ça, le restant sera extrêmement compliqué. Très bien. Très bien. Louison, je pense que là, tu as vraiment chuté là où il faut, comme il faut.
que tu as suffisamment dit des choses. Et si tu peux encore être avec nous, ça nous fera plaisir.